Bonjour chers étudiantes, chers étudiants, ravi d'être avec vous pour une nouvelle séance qui porte sur les instruments de paiement et de crédit. Lors de la dernière séance, on a vu la protection cambiaire du chèque et on a dit que le chèque bénéficie naturellement de la protection du système cambiaire. On a vu aussi que ce système cambiaire, que la présentation au paiement, c'est la date ou bien c'est l'acte le plus important dans l'élaboration du chèque et dans les mécanismes juridiques adoptés par le législateur dans la mise en œuvre du chèque. Cette présentation, elle peut se faire dès le jour de l'émission puisque le chèque est un instrument payable à vue. Le protecteur ou bien le porteur dispose néanmoins d'un certain délai pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire. Le législateur a imposé un certain délai qui se limite en 20 jours de l'émission pour les chèques émis au Maroc et 60 jours pour les chèques émis à l'étranger ou bien au niveau international. Après l'expiration du délai de présentation, on a vu que si la provision, le tiret qui est la banque est tenue quand même de payer. Et là-dessus, il y a l'article 271 du Code du commerce dans son premier alinéa qui prévoit en effet que le tiret doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Si la banque refuse le paiement, d'autres dispositions, et en l'occurrence l'article 319 du Code, a prévu une amende allant entre 5 000 et 50 000 dirhams contre le banquier qui refuse de payer un chèque dont la présentation a expiré. Autre acte qui est très important dans la compréhension du chèque comme un instrument de paiement, c'est la provision. Si la provision elle est insuffisante, le tiré a l'obligation de proposer au porteur le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Dans ce cas, ce dernier ne veut pas ou bien ne peut pas refuser ce paiement et doit délivrer une quittance au tiré et mention de ce paiement partiel doit être faite sur le chèque. Et ce sont les dispositions de l'article 273 du Code du commerce. Au niveau de la pratique, il faut dire que les banques, s'il y a une insuffisance au niveau de la provision, les banques refusent tout paiement, même s'il ne s'agit que d'une insuffisance dérisoire. Autre acte souligné par le législateur, il s'agit du protêt. À défaut de paiement, le porteur doit faire dresser protêt pour pouvoir exercer son recours cambiaire. Ce mécanisme doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Et si celle-ci a eu lieu le dernier du jour, ou bien le dernier jour du délai, il peut être établi le premier jour ouvrable suivant. Le législateur parle de l'avis que la personne doit formuler. Le porteur a ensuite un délai de 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt pour donner avis du défaut de paiement. Bien sûr, cet avis est destiné à son endosseur et au tireur. En cas de clause de retour sans protêt, le délai court du jour de la présentation du chèque. Chaque endosseur, quand il s'agit d'un chèque endossé, chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis en remontant jusqu'au tireur. Celui
qui ne donne pas l'avis dont le délai n'encourt pas de déchéance, bien sûr, mais il devient responsable du préjudice causé par la négligence et, bien sûr, on parle à ce niveau du paiement de dommages et intérêts sans qu'il puisse dépasser, bien sûr, le montant du chèque. Un élément très important dans la compréhension du chèque, c'est la saisie conservatoire. On ne peut pas évoquer cette importance, innovation apportée par l'article 301 du Code du commerce et qui a donné la notification du protêt faite au tireur la valeur d'un commandement de payer. C'est-à-dire que par la notification du protêt, le tireur est invité à payer sous peine de faire l'objet d'une saisie. Le commandement de payer constitue alors le préambule d'une saisie. Après l'établissement du protêt et sa notification au tireur par le greffier, par exemple du tribunal, par lettre recommandée, le porteur peut solliciter du président du tribunal de rendre une ordonnance sur requête, l'autorisant à procéder à toute saisie conservatoire. Bien sûr, cette saisie, elle peut être envers les signataires du chèque, c'est-à-dire de mettre sous le contrôle de la justice tous leurs biens, quelle que soit leur nature, qu'il s'agisse de meubles ou bien immeubles. Après l'expiration d'un délai imposé par le législateur qui est de 30 jours, qui suivent bien sûr la saisie conservatoire. Si le porteur n'est pas payé, il peut faire procéder à la vente des objets saisis. Toujours au niveau des mécanismes cités et énoncés par le législateur, il y a la prescription, ou bien le délai de prescription. Il s'agit de la prescription des recours cambiaires, qui est une prescription extinctive ou libératoire, c'est-à-dire qui éteint l'action cambiaire qui résulte de l'engagement par chèque. Le porteur, même diligent, c'est-à-dire qui a présenté le chèque dans les délais et qui a fait dresser protêt, s'il n'a pas poursuivi le recouvrement du chèque pendant les délais imposés, pendant les délais qui lui sont impartis par la loi, il perd son droit au recours cambiaire. Et les signataires du chèque ne peuvent en effet rester éternellement menacés par des recours aussi solides comme les recours cambiaires. Le législateur, par le biais de l'article 295, a prévu 3 délais de prescription en fonction des parties en présence. Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur, la prescription est limitée à 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Pour les actions des divers qu'obligés, les uns contre les autres, la prescription est également de 6 mois à partir du jour où la personne a remboursé à l'amiable ou du jour où il lui a même été actionné en justice. Pour l'action du porteur contre le tiré, la prescription est limitée à 1 an, au lieu de 3 ans qui a été formulé dans le Daher de 1939. Et bien sûr, ce délai il commence à courir à partir de l'expiration du délai de présentation. Lorsque le tireur aura accompli ses obligations de vigilance et de prudence, il peut alors exercer ses recours cambiaires contre toutes les personnes en vertu du chèque. Ces personnes, elles sont tenues solidairement
envers le porteur. Et ce sont les dispositions de l'article 287 du Code de commerce qui s'appliquent. Ce dernier peut agir, ou bien la personne peut agir contre ses signataires d'une façon individuelle, ça veut dire séparément, ou bien d'une façon collective et sans avoir à respecter l'ordre. Il peut leur réclamer le montant du chèque non payé, les intérêts à partir du jour de la présentation et les frais du protège et les avis. En d'autres termes, tous les frais. Celui qui aura remboursé le chèque et ses frais aura alors les mêmes droits que le porteur, ça veut dire qu'il peut entamer un recours contre les autres signataires avec solidarité. En cas de prescription ou en cas de déchéance, le porteur négligent ne perd pas tous ses droits et il conserve bien sûr une action de droit commun contre les différentes personnes. Mais il convient de signaler à ce niveau que ces règles ne s'appliquent que pour l'exercice de l'action cambiaire. Car, et comme on va voir plus tard, pour l'action pénale, le législateur n'impose pas l'ensemble de ces dispositions. Dans l'action pénale, le porteur n'a pas besoin de faire dresser protège. Et l'action publique ne s'éteint pas par les délais de prescription de l'action cambiaire. Étant donné que nous sommes dans le domaine délictuel, et on sait très bien qu'au niveau de l'infraction délictuelle, le législateur a imposé d'autres délais qui sont différents par rapport aux délais du droit cambiaire. Au niveau de la pratique, tous les porteurs de chèques sans provision préfèrent recourir au pénal, vu son caractère répressif par rapport au système cambiaire. Mais actuellement, le système bancaire aussi, il s'est imposé préalablement au système pénal. Et c'est la raison pour laquelle il faut chercher les dispositions qui visent la protection du chèque, mais au niveau bancaire. Dans le système bancaire, la philosophie de ce système consiste à imposer certaines obligations, tout en soumettant la banque à un système de responsabilité. Et bien sûr, en permettant à leurs clients de réparer leur incident. En ce qui concerne les obligations des banques, elles se répartissent sur 2 étapes. Lors de l'ouverture des comptes aux clients et lors des incidents de paiement. Lors de l'ouverture des comptes, le législateur, par le biais de l'article 448, oblige en effet les banques, préalablement à l'ouverture des comptes, de vérifier plusieurs choses. En ce qui concerne les personnes physiques, la banque est dans l'obligation de vérifier le domicile et l'identité du postulant par le moyen de la carte d'identité nationale pour les nationaux et aussi par le biais des cartes de séjour pour les clients étrangers. En ce qui concerne les personnes morales, les dispositions de la loi imposent la vérification ou bien de vérifier leur forme, leur dénomination, leur siège social et le numéro de l'impôt sur les sociétés ou le numéro de registre de commerce. Une fois le client ou bien le postulant contrôlé par le biais de ces documents, il doit faire l'objet d'une enquête bancaire. L'établissement bancaire doit en effet, à l'occasion de toute ouverture de compte et préalablement
à la délivrance du premier chéquier, consultez Banque Al-Maghrib. Consultez cette banque sur les antécédents bancaires du postulant et, le cas échéant, les incidents de paiement et leur suite. Au niveau des incidents de paiement, en cas d'incident, c'est-à-dire de refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque tirée doit adresser une lettre d'injonction. Cette lettre est destinée bien sûr au tireur, qui est le client, et par laquelle la banque l'invite à lui restituer, ainsi qu'à toutes les banques dont il est le client, les formules de chèque en sa possession et en celle de ses mandataires, et de ne plus émettre pendant un certain temps de chèques. La banque doit aussi en informer les mandataires du titulaire du compte, et s'il s'agit d'un compte collectif, les autres titulaires du compte aussi, car ces derniers subissent aussi de plein droit, et ça, c'est le texte qui le dit, c'est le législateur qui le dit, les mêmes mesures tant en ce qui concerne le compte objet de l'incident qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs. Et ce sont les dispositions de l'article 315 qui s'appliquent. La situation où le tiré qui a refusé le paiement doit alors déclarer l'incident auprès de Banque Al-Maghrib. Banque Al-Maghrib qui assure le contrôle de ce système et qui exerce son rôle par une sorte de casier bancaire, l'équivalent du casier judiciaire, à l'instar, ou bien ce casier, détenu par le service central des incidents de paiement, car en vertu de l'article 322, les banques sont tenues par ailleurs de déclarer à Banque Al-Maghrib tous les incidents de paiement survenus dans leur agence. Le service concerné par les incidents de paiement, il centralise tous les antécédents des clients ayant fait l'objet d'une déclaration et se charge de les communiquer aux banques. La banque tirée, de même que les autres banques, lorsqu'elles sont informées de l'incident par Banque Al-Maghrib, ne doivent plus délivrer de chéquier pendant 10 ans au tireur du compte, objet de l'incident ou bien à son mandataire, tant que l'incident n'a pas été régularisé. Le compte reste donc ouvert, mais son titulaire ne pourra disposer de ces fonds que par le biais des chèques de retrait et, le cas échéant, par le biais des chèques certifiés. L'article 309 du Code, dans son premier alinéa, oblige les banques, lorsqu'elles refusent de payer un chèque, de délivrer au porteur un certificat de refus de paiement. Il est enfin important de signaler que l'auteur de l'incident de paiement n'a droit à aucun recours contre la décision d'interdiction bancaire. Ce qui nous pousse à poser une question sur le caractère fondé ou bien le caractère arbitraire de cette décision. Ceci sachant que la banque pourrait être en même temps juge et partie en cas de conflit concernant la provision. Le Code est resté en tout cas muet sur la question et la seule solution qui lui reste pour recouvrer la faculté d'émission, c'est bien sûr de réparer l'incident. Au niveau de la réparation de cet incident,
La loi permet au titulaire du compte qui reçoit l'injonction de retrouver la faculté d'émission des chèques à condition de régulariser sa situation et à condition de régulariser l'incident et de payer une amende, bien sûr, forfaitaire. Au niveau de la régularisation, et pour recouvrer sa faculté d'émission, le tireur a le choix entre deux procédés de régularisation. Soit la régularisation directe, c'est-à-dire le règlement du montant du chèque impayé entre les mains du porteur, et il doit alors présenter le chèque acquitté au tiré, soit la régularisation indirecte en constituant une provision suffisante et disponible pour le règlement du chèque par les soins du tiré. On remarquera que si le texte exige une provision disponible, c'est pour indiquer au titulaire du compte de ne pas en disposer, notamment par l'émission d'un autre chèque et la laisser à la disposition du porteur du chèque objet de l'incident. Autrement dit, le banquier n'a pas l'obligation de bloquer cette provision au profit de ce porteur, et si un autre chèque est présenté au paiement, le tiré ne peut refuser de le payer. Après tout ça, il y a place à une amende forfaitaire. Après la régularisation, le tireur doit s'acquitter d'une amende forfaitaire dont le taux dépend du nombre de répétitions des incidents de paiement. Les dispositions de l'article 314 s'imposent. À la première injonction, le taux de l'amende est de 5% du montant du chèque impayé. À la deuxième injonction, ce taux est de 10%, et à partir de la troisième injonction, il est de 20%. La régularisation n'empêchera pas le tireur d'être poursuivi pénalement. Pour assurer le respect de ce système bancaire, le législateur a assujetti les banques à un véritable système de responsabilité. La responsabilité de la banque est aussi réglementée par le biais du législateur. Cette responsabilité est assortie de deux sortes de sanctions, des sanctions pénales et des sanctions de garantie. Les sanctions pénales, on trouve les dispositions de l'article 319 qui imposent ou bien qui énonce que les violations des obligations bancaires sont érigées en infraction passible d'une amende entre 5 000 et 50 000 dirhams, notamment le défaut de la déclaration à Banque al-Maghrib, des incidents de paiement et des émissions en mépris de l'interdiction. Le refus de payer des chèques auprès ou bien après l'expiration du délai de présentation ou des chèques émis en violation de l'interdiction. Le refus de délivrer le certificat de refus de paiement, la délivrance de formules de chèques à un interdit bancaire ou bien judiciaire ou bien à son mandataire et le défaut d'adresser une injonction en cas d'incident de paiement invitant son auteur à restituer la formule ou bien les formules de chèque et de ne plus émettre de chèque pendant un certain temps. En ce qui concerne les sanctions de garantie, ce sont les dispositions de l'article 320 qui vont être applicables. En plus de ces infractions pénales, le Code de commerce a aménagé autour de ces obligations spéciales du banquier un système de responsabilité pour faute. La faute est caractérisée du seul fait de ne pas avoir accompli ses formalités et il devient alors garant des émissions des chèques sans provision. Tout chèque
qu'il a délivré un interdit bancaire ou bien judiciaire, ou bien un nouveau client avant d'avoir consulté Banque al-Maghrib, et tout chèque dont il n'a pas réclamé la restitution suite à un incident. Enfin, devons-nous rappeler que ce système bancaire n'a pas remplacé le système pénal, il est seulement greffé à lui. Par conséquent, qu'il y ait ou non régularisation, rien n'empêche le déclenchement du système pénal. Merci, chers étudiants et chères étudiantes, et à une autre séance, Inch'Allah. Merci.